9h16 sur Atlantique Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est l'heure des Décodeurs Atlantiques, votre émission de débat, de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, deux sujets. Le rachat de la dette souveraine par la Banque Centrale Européenne. L'Europe ira-t-elle mieux? C'est la question que l'on va se poser. L'institution prévoit de racheter jusqu'en septembre 2016 60 milliards d'euros par mois de la dette qui a été émise par les États. 1144 milliards d'euros au total. 1140 milliards d'euros au total, pardon. L'objectif, c'est de relancer la croissance dans la zone euro. Mesure efficace ou pas? À quoi s'attendre comme résultat? On en parle jusqu'à 9h30. On s'arrêtera également sur la victoire du parti de la gauche radicale en Grèce, Syriza, qui entend bien renégocier la dette grecque détenue par la Troïka. Deuxième sujet, à partir de 9h50, le décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Quelles conséquences pour le pétrole? L'Arabie Saoudite, acteur clé du marché pétrolier mondial, qui continue d'augmenter sa production et provoque ainsi la chute des prix de l'or noir. La mort du roi Abdallah peut-elle changer la donne? Question que l'on se posera à partir de 9h50. Nos décodeurs aujourd'hui, Omar Fassal, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste des marchés financiers internationaux chez CDG Capital, également essayiste. Et Nadia Salah, bonjour. Bonjour. Merci. La directrice des rédactions du groupe Ecomédia. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez réagir, poser vos questions au 50 52 par SMS, 50 52 par SMS. 6 dirhams TTC, vous nous envoyez des espaces suivis de votre message ou bien sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Comment relancer la croissance en Europe? La Banque centrale pense avoir trouvé la recette. Elle va racheter des obligations d'État à 10 ans et en contrepartie créer de nouvelles liquidités qu'elle introduira dans les circuits financiers. Une opération inédite car jusqu'ici elle préférait jouer sur le taux d'intérêt des prêts accordés aux banques. Omar Fassal, je me tourne d'abord vers vous pour cette première question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ce programme de rachat de dette souveraine des États? C'est une bonne nouvelle parce que c'est un programme qu'on attendait. Vous disiez qu'avant elle jouait sur les taux d'intérêt. Le problème aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont devenus nuls, donc elle peut pas les porter vers un territoire négatif. Le taux sur les dépôts est déjà négatif, c'est-à-dire que les gens payent pour conserver leurs dépôts auprès de la Banque centrale. C'est un programme qu'on attendait depuis longtemps. On l'attendait en mars 2014. Il n'est pas venu. On l'attendait en juin. On a eu plein d'autres mesures. On n'a pas eu ça. On l'attendait en septembre, on a eu plein de mesures, on n'a pas eu ça. Donc enfin, la BCE a enfin fait ce qu'il fallait faire. Et il arrivera en mars 2015. Nadia Salah, vous êtes aussi de cet avis? C'est une bonne nouvelle ce programme de rachat? Je n'en sais rien. Vous attendez? Comme toute mesure financière aujourd'hui, nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. Parce que la prédiction n'est pas dans les mathématiques qu'utilisent beaucoup de gens, n'est pas dans le fonctionnement normal, un fonctionnement normal des marchés. Il est soumis à des caprices. Comme disent les Britanniques, le diable est là-dedans. Il y en a qui disent que c'est trop peu, 1140 milliards d'euros. Il y en a qui disent aussi que c'est trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est justement ce qui va... Quand vous avez des réactions comme ça veut dire que ça risque de ne pas marcher. Ça, c'est l'avis d'experts économiques. Oui, mais est-ce que vous pensez que 1140 milliards, c'est un montant raisonnable où on ne peut pas savoir? Honnêtement, personne ne peut savoir. C'est un montant, à mon avis, beaucoup plus très raisonnable. C'est-à-dire que avant, on s'attendait à un programme qui fasse 500 milliards. C'était le consensus qu'il y avait sur le marché. Et puis d'un seul coup, ils vont dire on va faire 2 fois plus. Aujourd'hui, la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est 2 trillions. S'ils rajoutent 1 trillion, comme on l'a promis sur les 2 prochaines années, c'est-à-dire que le bilan va augmenter de moitié. Ce qu'on va rajouter, c'est 10% du PIB de la zone euro. Donc la taille du montant est très importante. Après, on peut discuter si ce programme n'arrive pas en retard. Effectivement, on a fait attendre les marchés pendant très longtemps avant d'arriver à ce programme. Aujourd'hui, la taille est là. La question est de savoir s'il y aura des répercussions économiques suffisantes pour relancer la croissance dans une zone qui, aujourd'hui, on sait, est anémique. Alors justement, si les gens qui s'occupent du marché sont comme notre invité, ça va marcher. S'ils ne sont pas comme notre invité, ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte raisonnable. Et ça pose vraiment un problème de philosophie économique, de philosophie politique. Nous sommes dans un contexte non raisonnable où les gens payent cher cette non-raison. Alors justement, les conséquences de ce rachat de dette souveraine, ça va jouer donc sur les taux des crédits proposés aux entreprises, aux particuliers également. Ça va vraiment beaucoup jouer ou très faiblement, Omar Fassal? Est-ce que c'est suffisant justement pour relancer la croissance comme c'est voulu? Alors pour aller droit au but, en fait, je dis que c'était important de le faire parce que ça faisait longtemps qu'il fallait que ce soit fait. Non, mais n'ayez pas peur de ne pas être d'accord avec moi. Non, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Non, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de miracle économique après ça. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une mesure comme ça, il y a des canaux de transmission qui vont de la politique monétaire vers l'économie réelle.
Aujourd'hui, on sait que ces canaux ne sont pas opérationnels à 100%. On peut penser que avec ce programme-là, l'euro va baisser, donc ce qui va booster les exportations. On a déjà vu dans le passé, en fait, entre le mois de juin et le mois de novembre, que l'euro avait beaucoup baissé de 1,37 à 1,24. Ça n'avait pas forcément boosté beaucoup les exportations. Ça gêne les exportations marocaines. Oui, donc ça n'avait pas forcément boosté les exportations de la zone européenne, ça a stagné grosso modo dans toute la zone européenne. On peut penser que si vous faites un programme comme ça, vous allez donner des liquidités aux banques et qu'elles vont se mettre à les prêter à l'économie réelle. Ça aussi, c'est pas forcément vrai parce que on regarde aujourd'hui... Ça n'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est la ça question, ne fonctionne pas. La fameuse question. La chose que l'on voit, c'est que nous avons au niveau de l'Union européenne un ensemble de propositions contradictoires. Si moi je suis un investisseur en Europe, comment voulez-vous que je me décide à investir dans un sens ou dans l'autre, puisque je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas le savoir. Le niveau de destruction des valeurs, quand je parle de valeurs, c'est pas des valeurs monétaires, des valeurs de politique est tel que je ne sais pas ce qui peut se passer. Alors justement, à la limite, j'ai beaucoup plus confiance dans un pays comme la Tunisie, comme le Maroc, y compris comme l'Algérie, malgré les problèmes de succession qu'il va forcément y avoir, parce que les valeurs, je dis bien les valeurs de politique économique, ici sont plus respectées. Cette question d'un auditeur justement, Mohamed, qui nous demande quels vont être finalement les résultats de ce programme de rachat au niveau des banques. Est-ce que les banques finalement sont obligées de jouer le jeu de distribuer et de jouer justement sur ces taux, demander aux spécialistes. Ou pas du tout? Ah non, parce que justement ce qui s'est passé, c'est que avant, avec le package de juin, on a proposé aux banques des refinancements à long terme, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des liquidités si elles en ont besoin, et puis elles peuvent en les rembourser sur 4 ans, ce qui est rare pour une banque centrale, parce qu'une banque centrale généralement prête des liquidités sur une semaine, par exemple. Donc on leur a proposé ça. Donc allez-y, donnez des crédits, on est derrière vous, on va vous donner, on va vous refinancer. Voilà. Elles ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on peut les obliger? Est-ce qu'on peut les obliger, ces banques, aujourd'hui, à rembourser? Il faut qu'elles aient un client. Non, vous ne pouvez pas obliger les banques. Oui. Vous ne pouvez pas obliger. Vous ne pouvez pas obliger votre mulet à boire s'il n'a pas soif. Or, votre mulet entreprise, il a peur. Donc elles font ce qu'elles veulent. Donc, non, c'est pas qu'elles font ce qu'elles veulent. Elles ne font pas. Elles ne font pas. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, il ne se passe rien. Alors, on a vu en fait dans ces refinancements-là que dans le premier ça a été décevant, elles n'ont pris que 80 milliards alors qu'elles auraient pu prendre 400. Sur le second, ils n'ont pris que 120 milliards alors qu'elles auraient pu prendre 400 parce qu'elles perçoivent un environnement qui est globalement très pessimiste. Le bon point, le bon côté des choses après, si on veut, c'est que le fait que la BCE s'engage avec un montant illimité, parce qu'aujourd'hui ils disent 1,1 trillion, mais ils disent on ne s'arrêtera pas tant que l'inflation ne remontera pas. Quand vous passez dans un contexte où l'inflation redevient positive et elle n'est plus négative comme à moins 0,2% comme on a eu en décembre, vous allez avoir un discours ambiant qui va être beaucoup plus positif. Donc on peut espérer que ce discours-là ambiant, quand l'inflation va repartir, va changer un peu les mentalités et va mettre l'économie sur une pente ascendante et qu'à ce moment-là, le changement de tonalité va pousser les gens à la consommation et va pousser les banques à prêter. J'espère que vous avez raison. C'était la question. J'espère que vous avez raison parce que nous on en a besoin que vous ayez raison. Malheureusement, j'ai peur que si jamais l'inflation frémit, on va avoir des tas de gens qui vont nous dire l'inflation est revenue. Comment faire pour lutter contre l'inflation? On a perdu la maîtrise sur l'inflation et ça nous sommes dans une crise de valeurs morales, de valeurs de décision politique, pas dans une crise financière. Alors, ce programme de rachat aussi, ne réduit en rien le montant de la dette des États. Au contraire, ça va juste la faire demeurer et même peut-être l'agrandir. Non, ça allège la charge quand même. Allège la charge, mais ça facilite son maintien tout de même. Ça allège la charge en fait en réalité. Pourquoi? Parce que ces dettes-là vont être rachetées par des banques centrales nationales. Si une banque centrale nationale, par exemple, supposez que la Banque nationale de France achète de la dette d'un État français, l'État français paye des intérêts sur cette dette, donc les intérêts vont dans la poche de la Banque centrale et les gains ou les pertes qui sont réalisées par la Banque centrale sont retransmis après vers le budget du gouvernement. Donc c'est une sorte d'annulation de l'intérêt qu'il y a sur la dette. Donc c'est bon pour la dette des gouvernements, ça va les mettre sur une trajectoire qui est plus stable. C'est pour ça que Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, prévient et dit n'utilisez pas cet espace-là qu'on vous donne pour faire du mauvais déficit budgétaire. Faites-le pour l'investissement, relancez la demande par l'investissement. Sur le dernier rapport du FMI qu'on vient d'avoir, les prévisions de croissance mondiale ont été revues à la baisse.
de 3,8 à 3,5. Pourquoi? Parce au niveau mondial. Mais voilà. Au niveau de la zone euro, sinon ça devrait aller grâce au pétrole, la baisse du pétrole. Allez, plus 0,2, plus 0,3% de croissance pour la zone euro, il me semble. On estime à 0,9% pour l'instant, ce qui est encore très très faible pour faire baisser le chômage, parce que le chômage est à 11% et qu'on vous ne ferait pas baisser le chômage avec des taux de croissance aussi bas. Mais dans tous les cas, le fait que la Banque centrale européenne rachète ces dettes-là, on estime qu'à la fin du programme, ils rachèteront presque, par exemple pour l'Allemagne, 10% de la dette allemande. Ce qui est très important, ça va aider les finances publiques des États. Donc à eux maintenant de faire deux choses. À eux, d'une part, de mettre en place un régime budgétaire qui soit un peu plus laxiste, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays respectent les 3% de déficit budgétaire qui sont imposés par le pacte de stabilité. Sauf ceux qui ne le respectent pas. Sauf qui ne respectent pas. Nous ne pensons à personne en particulier. Évidemment, quand M. Hollande s'est précipité pour annoncer ça bien avant la banque, d'ailleurs la BCE, on sait pourquoi. C'est que la France ne respecte pas ses engagements budgétaires et que si on lui rachète sa dette, elle va pouvoir dépenser un peu plus bêtement comme elle l'a fait pendant les 30 dernières années. La suite des décodeurs atlantiques, toujours avec Omar Faisal, analyste des marchés financiers internationaux chez CDG Capital, et Nadia Salah, directrice des rédactions du groupe Ecomédia. On parlait donc de ce programme de rachat de la dette souveraine de plusieurs États par la Banque centrale européenne, 1140 milliards d'euros jusqu'à septembre 2016. On analysait un petit peu les conséquences. Il y a une autre actualité majeure dans le monde économique et financier en Europe, c'est bien sûr la victoire du parti de gauche radicale Syriza. Nadia Salah, est-ce que vous pensez que cette victoire du parti de gauche radicale Syriza peut menacer ce programme de rachat? La Grèce, c'est petit. Le problème grec est gros, mais les tailles financières sont petites. On n'est plus à l'époque où ça risquait de déstabiliser l'Union européenne. On a déjà bien étalé les créances grecques sur jusqu'en 2050-2060. Cette année, c'est l'année des plus gros remboursements, 2015. C'est pour ça que les Grecs ont peur, et c'est pour ça qu'ils ont envie d'avoir une force de négociation plus forte vis-à-vis de l'Union européenne. Vont-ils réussir ou pas? Je pense qu'ils vont réussir à rééchelonner encore une fois leur échelonnement de cette année pour l'étendre peut-être au-delà de 2060-2065. Mais est-ce que vous pensez que cette renégociation, parce qu'ils vont renégocier, c'est ce qu'a annoncé le patron de Syriza, leur dette au niveau des banques européennes, principalement françaises et allemandes, est-ce que vous pensez que justement que ça peut avoir un impact sur les banques européennes? C'est bizarre ce qu'il a dit, parce que la dette la plus grosse, c'est vis-à-vis des États-Unis, la deuxième, c'est vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et la troisième vis-à-vis de l'Allemagne. Parce que la France les Français, les autres ont déjà perdu pas mal d'argent sur la Grèce, ils l'ont effacé. D'ailleurs, regardez, on parlait tout à l'heure des valeurs perdues autour des marchés financiers. Comment se fait-il, quand je suis une banque, on me prend 30%, on me dit on te remboursera pas 30% de ce qu'on te doit. Tu te débrouilles. 3 ans après, j'ai effacé ça. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Les bénéfices que l'on fait sur les bénéfices, sur le financier, vont trop vite par rapport à la société réelle. C'est pas que je veux plonger les banques européennes ou françaises dans des difficultés, mais je veux bien expliquer que la finance perd ou gagne trop vite par rapport à l'économie réelle, comme on dit. Et il y a quelque chose de moralement inacceptable. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que finalement c'est pas la question que vous m'avez posée. Non, mais c'est intéressant. Justement, est-ce que les banques françaises et allemandes qui vont être concernées par cette renégociation? Les françaises ne le seront pas. Très peu. Mais alors les banques anglaises, les banques allemandes, allemandes un peu. Non, mais justement par rapport au sujet qui est de ce rachat du programme de la Banque centrale européenne. Bonne chance à Syriza pour négocier avec les Américains, parce que eux, quand leur argent, ils y tiennent. Est-ce que vous pensez que les banques allemandes, les banques anglaises vont pouvoir
jouer justement entre vont pouvoir réussir à jouer justement entre le plan de renégocier avec donc la BCE et la Grèce. C'est la question pour les spécialistes financiers. Comment on fait ça? La situation grecque, faut dire aussi qu'elle s'est quand même beaucoup améliorée. C'est-à-dire que la Grèce, c'est 6 ans de récession. C'est entre 2008 et 2013, c'est 6 années d'affilée où il y a une croissance mais qui était négative. Donc un taux de chômage qui a explosé. Et ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est à maîtriser les dépenses publiques. Aujourd'hui, vous avez le déficit budgétaire primaire. Quand on dit primaire, c'est-à-dire avant le remboursement des intérêts sur l'ancienne dette, qui est redevenu positif, qui est à plus 1,5% du PIB. Vous avez un déficit budgétaire, même quand vous avez payé vos intérêts, qui est à moins 2,5% du PIB. Donc ça rentre dans le pacte de stabilité et de croissance. Donc aujourd'hui, la cure d'austérité qui consistait à mettre en adéquation les rentrées d'argent avec les sorties, elle est finie. Le problème, c'est la dette qui a été accumulée au fur des années, qui culmine aujourd'hui à 175% du PIB. Cette dette-là, elle est aujourd'hui clairement trop importante. Donc il y a eu des coupes par le passé. Ce parti-là, qui est maintenant arrivé au pouvoir, a promis qu'il y aura une autre renégociation. Il tiendra sa promesse, il y aura une conférence. Après, il faudra voir ce qui va sortir de la conférence. Mais aujourd'hui, la dette grecque qui est concernée, vous avez à peu près la moitié, 56%, qui est détenue par le FESF, le Fonds de sauvetage de l'Union de l'Union européenne. Ça a été fait dans le cadre du deuxième plan de sauvetage. Vous avez 21%, ce sont des prêts entre des États de l'Union européenne, des prêts bilatéraux en direct. Vous avez 13% qui est chez le FMI et vous avez 10% qui est chez la BCE, parce que la BCE avait fait un programme qui s'appelle Securities Markets Programme, où les taux d'intérêt étaient devenus trop importants. Ils ont racheté la dette pour faire baisser les taux d'intérêt. Donc c'est une dette aujourd'hui qui est très institutionnelle. Il y aura une renégociation. À mon avis, il y aura des coupes parce que à ce niveau-là, c'est un niveau qui est trop important pour être remboursé. Renégociation pour le FMI, ça peut être facile. Non, le FMI ne peut pas. Celui qui peut, c'est les États. Non, mais je veux dire, la Grèce peut très bien faire comme l'Argentine l'avait fait fin des années 90, c'est-à-dire dire au FMI, on vous rembourse dans 15 ans. Non, ça s'appelle un défaut, ça. Ça, c'est un défaut. Si vous faites ça, oui, c'est ce qu'avait fait l'Argentine. Si vous faites ça, vous vous mettez en dehors de la communauté internationale. Ce qu'avait fait l'Argentine. Oui, mais elle le paye tellement cher que c'est pas la chose à faire. Ça plaît beaucoup aux électeurs, ça plaît beaucoup aux partis politiques, mais c'est vraiment pas la chose à faire. Vous revenez. Ça aggraverait la situation. Ça aggrave la situation de la population et de la population pauvre. Tous les pays qui sont amusés à faire un défaut se retrouvent dans des difficultés sanitaires, des difficultés commerciales, des difficultés médicales extrêmement graves, parce qu'on ne produit pas tout chez soi. Un pays qui produit tout chez soi, ça n'existe pas. Et alors, par exemple, la Tanzanie, elle pouvait plus importer de savon. Elle a eu la peste. Le taux de mortalité infantile de l'Argentine a explosé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les médicaments, plus les choses pour soigner les bébés qui naissent. Il faut surtout pas se mettre en dehors de la communauté. Il faut pas jouer avec les dettes qu'on a vis-à-vis du FMI. Parce que ça vous met en dehors de la communauté. On fait ça. Oui, ça c'est vrai parce que en fin de compte, on se rend compte que la Grèce était, grâce à ces excédents de déficit budgétaire, excédents budgétaires qui ont été dégagés, elle a pu revenir sur le marché financier. Donc il y a eu quelques émissions. Le problème aujourd'hui avec la nouvelle configuration dans laquelle on est, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles émissions sur le marché. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux n'achèteront pas cette dette grecque. Donc, pour son financement, elle a besoin d'être financée par ces institutions européennes, par le FMI, donc par des partenaires institutionnels. Mais elle a donc, besoin à ce moment-là, vous ne pouvez pas couper les ponts avec eux du jour au lendemain. Politiquement, et je pense que les Européens sont assez forts politiciens, assez hypocrites politiciens pour accepter ça. Ils vont permettre à ce parti qui est arrivé en tête des élections, je dis bien qui est arrivé en tête des élections, qui n'est pas majoritaire, d'avoir une victoire dans la rue, de manière à l'amener à négocier. Et il n'y a pas de solution. Parce que si la Grèce s'est mise dans un état pareil, c'est qu'elle a dépensé l'argent qu'elle n'avait pas. Ça n'arrive pas par hasard. Elle peut reprocher à l'Allemagne, en disant, oui, vous m'avez fait des prêts pour acheter vos chars de combat alors que j'ai pas besoin de combat, mais qui c'est qui a signé les bons? C'est pas Madame Merkel, c'est bien un Grec qui a signé les bons d'achat. Donc il faut arrêter de se déverser sur d'autres. Maintenant, je veux revenir sur le parti Syriza. Le système politique grec prévoit la chose suivante, qui est très amusante, c'est le contraire du Maroc. Vous avez
les partis compétiteurs. Celui qui arrive premier, on lui donne 15% des sièges en plus. 15% des sièges en plus. Alors pourquoi on fait ça? Et malgré ça, il n'a pas la majorité absolue. Pourquoi on fait ça? C'est pour empêcher que les tout petits partis, ceux qui ont très peu de voix, très peu de sièges, ne se mettent à faire la loi parce que c'est eux qui font le complément pour faire l'alliance, pour faire le gouvernement. Donc c'est pour assurer c'est pour assurer que le premier est une assise. Voilà. Donc il n'a pas besoin de vendre son âme à des petits pour le faire entrer. Par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, le PPS est tout petit. Et il a beaucoup de ministres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la pointe et qui permet au PJD de compléter son équipe. Ce qui serait pas possible avec un système comme celui-ci. Qui serait pas possible avec un système comme les Grecs. Ouais. Et d'ailleurs là, le PJD aurait 15% en plus, ce qui l'aurait pas mené bien loin parce qu'il a pas énormément, mais il aurait 15% en plus, ça lui aurait évité d'aller chercher des coalitions comme ça. Alors, c'est le contraire aussi du système français qui est à deux pôles et il y a toujours un grand gagnant et un grand perdant. Alors, parce qu'on fait en sorte que ce soit comme ça. Pour terminer sur le débat sur ce rachat de dette par la Banque Centrale Européenne et sur la victoire de la Grèce, j'aimerais me poser une question, Omar Faisal. Est-ce que vous pensez justement que cette victoire du parti de gauche radicale Syriza avec donc ces renégociations de dette peut avoir des impacts sur le programme de rachat de la Banque Centrale Européenne justement dans les prochaines semaines? Voilà, il faut faire le lien entre les deux, c'est-à-dire que ce qu'a fait Mario Draghi, c'était le bon moment en fait de lancer aussi ce plan. Il fallait pas le faire une semaine après. Ça a été bien pensé aussi de le faire avant les élections. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne va racheter de la dette, y compris la dette grecque. C'est-à-dire que les prix vont augmenter, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont baisser, ce qui va permettre de contenir les taux d'intérêt sur la dette grecque. Donc ça, c'est bon pour le gouvernement grec. La Grèce a beaucoup à perdre, a tout à perdre en sortant de la zone euro, en faisant un défaut comme l'Argentine et en se mettant à dos la communauté internationale. Donc la Grèce va renégocier. Il y aura une conférence. À mon avis, il y aura des coupes dessus. Donc on verra comment ça va se terminer. Mais il faut encourager la Grèce à rester dans la zone euro parce que il ne faut pas la mettre à l'écart. Il ne faut pas la mettre à l'écart parce que après tout, c'est un parti important, historique de l'Union européenne. Donc il faut laisser personne de côté, je pense. Alors on va passer au... on avait bien dit, on met pas Socrate à la porte, on laisse pas Socrate à la porte. Et je voudrais remarquer une petite chose aussi. Dans les négociations passées pour la Grèce, on avait, parce que ça fait longtemps qu'il y a des pays qui ont des défaillances, ça date depuis le milieu des années 70. Progressivement, on a mis au point des méthodes. Et une des méthodes a été mise au point grâce à la défaillance du Maroc, c'est de permettre la croissance. Permettre une croissance, c'est-à-dire un étalement de dette suffisamment long pour que on puisse vivre le redressement sans crever de faim. Mais il y a un deuxième point. Le Club de Londres, qui existe toujours et qui rassemble les créanciers privés, a été battu en brèche. Il y avait une règle dans le Club de Londres qui voulait qu'aucune banque soit traitée mieux que toutes les autres. Dans le traitement de l'affaire grecque, on n'a pas respecté ce principe. Je ne sais pas s'il va revenir sur la table ou si, maintenant c'est fait, on respecte pas ce principe. Je ne sais pas. Anecdote. Qu'est-ce que vous en pensez? Notée. C'est plus qu'une anecdote. Hein. Je pense que le principe reviendra. En fait, c'est le principe de pari passu, ça s'appelle. Oui. Et la BCE, justement, dans la dette qu'elle est en train de racheter, donc la BCE, c'est mine de rien 10% de la dette grecque. Elle a bien écrit dans son programme quantitative easing qu'elle accepte le rôle de pari passu, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir de traitement privilégié par rapport aux autres créanciers. Oui. Je pense que c'est un point fondamental. C'est revenu sur l'agenda. Voilà. C'est un point fondamental et j'espère bien que lorsqu'il y aura des renégociations, ça sera au cœur des renégociations. Et c'est le meilleur moyen de clôturer cette première partie. On va passer au coup de gueule, coup de cœur. Leur avance 9h49. Omar Faisal, vous avez un coup de gueule vous aujourd'hui, c'est ça? Voilà, c'était un chiffre en fait qui a marqué les esprits cette semaine. C'était que 1% de la population mondiale allait bientôt détenir plus de la moitié des richesses. Et quand vous êtes dans ce contexte-là, Barack Obama a fait un discours très important devant le Congrès à mi-mandat où il a expliqué que la crise était derrière eux, ce qui est vrai en fin de compte parce qu'ils auront 3,5% de croissance l'année prochaine et que le taux de chômage a baissé est inférieur à 6%. Et donc c'était le moment de relever un peu les impôts pour financer des programmes sociaux, notamment pour l'éducation des plus jeunes et des remboursements de soins de sécurité sociale pour les enfants, du child care. Et il veut faire augmenter en fait la taxe d'imposition sur les
gains de capitaux de 20%, 28%, et malgré cela, vous avez beaucoup de lobbies et vous avez beaucoup d'opposition des Républicains. Et je pense que dans ce contexte-là, il faut un minimum de solidarité quand la croissance repart. C'est un programme, une proposition qui peut voir le jour malgré que la Chambre et le Sénat soient contrôlés par les Républicains. Justement, malheureusement, il faudra trouver un compromis. Un consensus. Il peut gouverner par décret, hein. Enfin l'équivalent des décrets. Ça, il pourra le faire par décret. Oui. Ça, il peut le faire par décret. Et ça, là, vous, c'est un coup de gueule aussi. Non, c'est un coup d'ironie. Coup d'ironie. Vous en aviez jamais eu. Non, jamais eu, c'est la première fois. C'est Madame Christine Lagarde, la patronne du FMI, qui se met à déclarer, alors qu'on lui demande pas de dire des bêtises pareilles, que Feu Abdallah d'Arabie Saoudite était un grand défenseur des femmes. Que ne l'a-t-il pas fait durant son règne, hein. Les femmes sont toujours interdites de conduite, etc. Notamment, etc. effectivement. J'en rajoute pas. Mais c'est beau l'argent, hein. Mais cette ironie posée, elle nous montre un déplacement stratégique. L'Arabie Saoudite, le Qatar ne comptent plus par l'énergie, ils comptent par leur argent. Au point que Madame Christine Lagarde se sente obligée de dire des âneries pareilles. Et justement, on en parle de l'Arabie Saoudite, 9h50 sur Atlantic Radio. Avec le décès effectivement du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, donc vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, 1h du matin. Quelles conséquences donc pour le pétrole? C'est la question qu'on va se poser. Il nous reste 10 minutes. Alors l'Arabie Saoudite, on le rappelle, acteur clé du pétrole au niveau mondial. Le pétrole a augmenté à l'annonce de la mort d'Abdallah, du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est le début du retour à la hausse ou pas du tout, Omar Fassal? Pas dans l'immédiat, il a remonté un peu, il a rebaissé plus 2%. Hein. Voilà, ça, il a, si vous, je vous taquine en lançant la question. Ouais, non, mais sur les 6 derniers mois, il a perdu 60%. Voilà. Donc le fait qu'il reprenne 2%, ça change pas grand chose. On était à un baril qui était supérieur à $100, presque à $112. On est aujourd'hui à $48-49 sur le Brent. Le fait que le baril ait baissé est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2014, vous avez une demande mondiale qui a baissé. On le voyait mois après mois. Et quand je dis demande mondiale, c'est notamment la demande de la Chine, parce que la Chine est le deuxième consommateur, et que quand vous regardiez la croissance de la demande, en fait, ça venait principalement de la Chine. Donc, il y a un ralentissement chinois qui est très chronique, très important, structurel même, je dirais. Donc, il y a une demande qui a baissé. Vous avez en face le peuple qui maintient sa production. Fin novembre, on a vu qu'ils avaient conservé leur quota pour le premier semestre à 30 millions. De barils, c'est le tiers de la production mondiale. Donc, dans ce contexte-là, vous avez un réajustement de marché qui a été très violent. Et donc, qui a dû se faire. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce prix pourra rester bas sur les 2-3 années qui viennent, ou est-ce que les intervenants ne pourront pas tenir ce prix qui est très bas et seront obligés de faire remonter ce prix? Il y a des économistes qui disent qu'à partir de juin, septembre maximum, on va revoir la hausse arriver. Là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je n'en sais rien. En fait, la stratégie n'est plus sur l'énergie n'est plus un facteur stratégique aussi important qu'il l'était il y a quelques années, ou même il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que les États-Unis se sont mis à produire du gaz de schiste très 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 fortement, au point qu'ils en sont exportateurs. Ça change la donne complètement. Ils deviendront le premier producteur mondial de pétrole en 2015. Oui, voilà. Donc cette année. Donc ça change complètement la donne. Il n'y a plus. Ils ont bien travaillé pour obtenir leur indépendance énergétique et même la domination énergétique, ils l'ont réussi. Donc, exit l'énergie dans les négociations internationales. En revanche, on a bien vu la déclaration de Madame Lagarde, c'est pas fait de la patronne du FMI, c'est pas un hasard s'il a dit une ânerie pareille sur la promotion des femmes en Afrique, en Arabie Saoudite, c'est parce que il y a un problème financier et le FMI a besoin des gens du Golfe. Alors maintenant, s'il a besoin des gens du Golfe sur le plan financier, le monde a-t-il besoin des gens du Golfe sur le plan sécuritaire pour avoir la finance? Quand vous mettez l'énergie comme votre premier objectif, vous êtes obligé de faire de la sécurité. Parce qu'il faut transporter le pétrole, c'est une matière physique. Quand c'est l'argent qui est votre objectif stratégique, qui est votre point stratégique, votre but stratégique, est-ce que vous avez besoin de faire de la sécurité géographique? Je ne suis pas sûr. Et la multiplication des conflits, des guerres dans toute cette région-là, c'est le produit du changement de cadran vers les finances plutôt que le pétrole. Et ça va durer. Hein. On est parti pour très longtemps, très longtemps. Et je souligne l'abandon de la stratégie par la géographie et la protection militaire
est une haute trahison américaine vis-à-vis du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Progressivement, ces pays vont compter beaucoup moins dans le domaine des équilibres mondiaux, ce qui est pas une mauvaise chose parce que ils sont pas faciles à vivre. Sur l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que avec maintenant ce décès du roi Abdallah, l'Arabie Saoudite peut changer sa politique pétrolière ou pas du tout? On parle déjà d'un ministre du pétrole qui pourrait un nouveau ministre du pétrole qui pourrait venir en Arabie Saoudite. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance, mais est-ce que ça peut être le cas ou au contraire ils vont maintenir leur politique pétrolière Au contraire, pour l'instant, la télévision officielle de l'Arabie Saoudite a annoncé que le monsieur Ali Naimi, qui est ministre du pétrole, va conserver son poste, ce qui veut dire qu'il y aura une continuité. Je poursuis par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'argent qui est devenu leur force principale. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est 750 milliards de dollars qui ont été accumulés grâce à ce prix du pétrole qui a atteint les 100 $, qui avait beaucoup augmenté. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que leurs budgets ne sont plus équilibrés avec ce prix du pétrole. Oui. Donc, ils vont avoir des déficits qui sont très importants. L'Arabie Saoudite va passer cette année l'année dernière, en 2014, de 1% du PIB d'excédent budgétaire à 10% de déficit budgétaire. Donc, il faut les financer. Donc, est-ce que le meilleur usage qu'ils vont trouver à faire de ces excédents qui ont été accumulés, c'est de les prêter à l'État? Oui, mais en fin de compte, et de les gaspiller grâce à un prix du baril qui est très faible pour maintenir la pression sur les producteurs américains. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Iront-ils jusqu'au bout? Là est la question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de facteurs qui font croire qu'il y aura un rebond du baril du pétrole sur les 2 années qui viennent. Vous prenez la croissance chinoise, par exemple, qui était le problème. La croissance chinoise, elle est certes aujourd'hui beaucoup plus faible que ce qu'on avait auparavant, mais elle continue. Elle ne baisse pas, elle continue quand même. C'est une croissance. Vous avez des pays au sein qui est plus forte que la moyenne mondiale. Oui. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de créer beaucoup d'emplois. Oui. Donc il faut voir ça à leur échelle, à l'échelle du milliard. Vous avez des pays au sein de l'OPEC qui sont très dépendants uniquement de la rente pétrolière pour leur budget. On pense au Nigeria, on pense à l'Iran, on pense au Venezuela. L'Algérie. Qui vont faire pression au sein de l'OPEC pour qu'on puisse baisser la production et remonter le prix. Par le passé, même alliés, Venezuela, Algérie, Nigeria, Iran, n'ont pas réussi à faire bouger l'Arabie Saoudite. Justement, là où il faut voir aussi que l'Arabie Saoudite sera aussi dans le même problème, c'est-à-dire qu'elle pourra tenir beaucoup plus longtemps, mais même les pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats, eux aussi vont basculer vers le monde des déficits budgétaires qu'il faut financer chaque année en s'endettant. Donc, est-ce que ça sera le meilleur usage qu'ils trouveront à faire des excédents de réserves de change qu'ils ont accumulés par le passé? Ça, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûr que ces pays fonctionnent exactement comme au Maroc, par exemple, ou comme n'importe quel pays où il y a un État et un budget, une majorité. Je suis pas sûr qu'ils fonctionnent tout à fait comme ça. Comment ils pourraient justement voir leur fonctionnement par rapport à cette gestion de déficit? D'abord éliminer tous les étrangers qui travaillent, ça sera la première chose qu'ils vont faire, avec une brutalité sans nom dans tous ces États. Ensuite, réduire les subventions qu'ils donnent, parce que et d'ailleurs ils en sont conscients. Ils ont des problèmes de santé publique, ils ont des problèmes de comportement public de leur population qui ne veut pas travailler. Donc ils vont les mettre au travail un petit peu, ça les gênera pas beaucoup. Pour terminer, il nous reste 2 minutes. Juste, comment vous voyez évoluer les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis? Maintenant, c'est vrai qu'on est en confrontation un petit peu sur le marché pétrolier entre ces 2 pays. Les Saoudiens n'iront jamais trop loin, parce qu'ils ne savent pas se défendre tout seuls. Omar Fessam. Je pense qu'il y a des relations de sécurité qui sont là depuis très très longtemps, et je pense que ça ne bouleversera pas la donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas une guerre frontale sur le prix du pétrole qui ira au-delà du raisonnable, je pense. Et juste pour finir sur ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on garde la demande au rythme où elle va et la production au rythme où elle va, on a 1 demi-million de barils en plus de surplus. On aura 100 000 qui seront consommés en 2015. Et 500 000 en 2016. Donc si on garde les mêmes rythmes aujourd'hui, en 2016, il y aura plus d'excédent de barils de production mondiale. À ce moment-là, on peut anticiper une remontée du prix du pétrole. Je n'en sais rien. Je ne parie pas là-dessus, ni la montée ni la baisse. En revanche, je continue d'attirer l'attention sur le remodelage géographique, géostratégique des pays du Golfe et surtout vis-à-vis des États-Unis. L'Arabie Saoudite avait une puissance sur les États-Unis avec l'énergie parce qu'elle faisait le complément. Aujourd'hui, elle ne l'a plus.
Nada Salah, directrice des rédactions du groupe Ecomédia, et Omar Faisal, analyste des marchés financiers internationaux chez CDG Capital, a été nos 2 décodeurs ce lundi. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans quelques instants sur Atlantique Radio. Les experts spécial droit du travail avec Faisal Tadlaoui, et le point info, c'est avec Mourad Baba dans quelques secondes.